Ta mère est une ratée, c'est la phrase que ma propre mère a chuchotée à ma fille de 6 ans, en plein milieu d'une fête de famille. Elle pensait m'avoir détruite. Elle pensait que j'étais impuissante. Ce qu'elle ignorait, c'est que la magnifique maison dans laquelle elle se tenait, le domaine familial qu'elle chérissait tant, m'appartenait. 30 jours plus tard, c'est elle qui me suppliait de ne pas la jeter à la rue. Voici comment une simple fête du 14 juillet a déclenché une guerre familiale et une vengeance que personne n'aurait pu imaginer. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Ça me fait toujours plaisir de voir à quel point notre communauté est internationale. Je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vécu dans l'ombre de mon frère aîné, Léo. Dans notre famille, propriétaire d'un vignoble réputé dans la magnifique région du Beaujolais, Léo a toujours été le soleil, et moi, la planète qui tournait autour, invisible. Il était le fils prodige, le successeur désigné, celui dont le nom était sur toutes les lèvres. Moi? J'étais la technicienne, la travailleuse acharnée en coulisses, celle qui s'assurait que le soleil de Léo puisse briller sans jamais risquer de s'éteindre. Ce 14 juillet-là, l'air était doux, parfumé par les roses du jardin de ma mère et le fumet des grillades qui crépitaient sur le barbecue. La tradition familiale voulait que nous nous réunissions tous au domaine, une magnifique maison de maître entourée de vignes à perte de vue. C'était censé être un moment de joie, de célébration nationale. Pour moi, c'est devenu le jour où tout a volé en éclats. Mon mari Marc et moi sommes arrivés avec nos 2 enfants, Hugo, 8 ans, et la petite Chloé, 6 ans. En sortant de la voiture, le premier son que j'ai entendu fut l'éclat de rire sonore de mon frère. Il se tenait au centre de la terrasse, un verre de notre meilleur cru à la main, entouré de nos oncles, tantes et quelques voisins. Il était en pleine représentation. Et bien sûr, quand le sommelier du Georges V m'a appelé personnellement pour me dire que notre millésime 2022 avait remporté la médaille d'or, je n'étais même pas surpris, claironnait-il, le torse bombé. C'est une question de vision, vous comprenez. Il faut sentir la vigne, comprendre la terre. C'est un don. Un don. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Ce millésime 2022, c'était le mien. C'était le fruit de mes nuits blanches, de mes expérimentations sur de nouvelles levures, de ma décision audacieuse de vendanger une semaine plus tôt que prévu malgré les protestations de mon père. Léo, lui, était en vacances à Saint-Barth au moment crucial. Il n'avait même pas goûté le vin avant la mise en bouteille. Mais aujourd'hui, devant toute la famille, il s'appropriait mon travail, mon succès, avec une aisance déconcertante. Mes parents, debout à côté de lui, buvaient ses paroles. Ma mère posait sur lui un regard débordant d'adoration, tandis que mon père hochait la tête, l'air grave et fier. Il a ça dans le sang, a-t-il dit assez fort pour que je l'entende. Le talent ne s'apprend pas. J'ai senti la main de Marc se poser sur mon dos, un geste de soutien silencieux. Il savait. Il était le seul à connaître la vérité, le seul à avoir vu mes mains abîmées par le travail de la vigne et mes yeux cernés par la fatigue. J'ai forcé un sourire et je me suis approchée pour saluer tout le monde, jouant mon rôle habituel de la petite sœur discrète et effacée. La journée s'est écoulée lentement, chaque compliment adressé à Léo étant comme une petite piqûre d'épingle dans mon cœur. Il parlait de ses projets d'expansion, de ses voyages de dégustation, de ses rencontres avec des critiques influents. Il utilisait le « je » avec une assurance qui me donnait la nausée, alors que notre entreprise était censée être un partenariat à 50-50 sur le papier. Mais dans la réalité, j'étais l'ouvrière et il était le roi. J'ai essayé de me concentrer sur mes enfants, sur leur joie de courir dans l'immense jardin. Mais même là, je sentais le poids du favoritisme familial. Ma mère ne cessait de comparer Hugo, mon fils rêveur et sensible, au fils de Léo, plus bruyant, plus masculin, selon ses propres termes. Chaque phrase était une critique déguisée, une façon de me rappeler que, même dans mon rôle de mère, je n'étais pas à la hauteur de l'idéal familial. J'avalais ma salive, essayant de contenir ma frustration, me disant que ce n'était qu'une journée à passer, un mauvais moment avant de retrouver la paix de mon propre foyer. Mais je ne savais pas encore que cette humiliation passive et silencieuse n'était que le prélude. Le vrai spectacle, la cruauté à l'état pur, était sur le point de commencer.
Comment une simple boîte de cierges magique pouvait-elle devenir une arme de destruction émotionnelle? La fin de l'après-midi approchait, et avec elle, le moment tant attendu par les enfants, les feux d'artifice. Pas les grands feux d'artifice municipaux, mais notre petite tradition à nous. Mon père, avec un air de cérémonie, sortait toujours une grande boîte de cierges magiques, ces bâtonnets qui crépitent en une pluie d'étoiles dorées. Pour les enfants, c'était un moment de pure magie. Pour moi, cette année-là, ce fut un moment de pure barbarie. Mon père a rassemblé tous les petits-enfants sur la pelouse. Il y avait les 2 garçons de Léo, mes 2 enfants, et les 3 enfants de ma cousine. 7 enfants au total, les yeux brillants d'excitation. Mon père a ouvert la boîte avec un sourire théâtral, un sourire que je connaissais bien, celui qu'il arborait quand il était le maître de cérémonie, le patriarche bienveillant qui distribue les grâces. Il a commencé par les fils de Léo, bien sûr. Pour mes champions, a-t-il déclaré en leur tendant 2 bâtonnets chacun. Puis, il s'est tourné vers les enfants de ma cousine, leur distribuant les cierges avec des petites tapes affectueuses sur la tête. Mes enfants, Hugo et Chloé, attendaient leur tour, sautillant sur place, les mains tendues. Et puis, l'impensable s'est produit. Mon père est arrivé à leur hauteur. Il a marqué une pause. Il les a regardés, un par un regard froid que je ne lui avais jamais vu. Puis, sans un mot, il les a contournés. Il a simplement continué son chemin comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils n'existaient pas. Il a donné le dernier cierge magique au plus jeune de mes neveux. Le silence est tombé sur notre petit groupe. Les autres enfants, sentant la tension, ont arrêté de rire. Hugo, mon fils de 8 ans, le cœur sur la main, a regardé la boîte vide dans les mains de son grand-père, puis ses propres mains vides. Il s'est approché timidement et a tiré doucement sur la manche de la chemise de mon père. « Papy? Eno? Tu nous as oubliés ?» La voix de mon fils était si petite, si pleine d'une confusion innocente. C'est la réponse de mon père qui a fait exploser l'univers. Il ne s'est pas penché pour lui parler doucement. Non. Il s'est redressé de toute sa hauteur et a parlé d'une voix forte, une voix faite pour être entendue par tous les adultes présents sur la terrasse. Oublié? Non, je ne vous ai pas oublié. Celles-ci sont réservées aux petits-enfants qui se tiennent bien, qui rendent leurs grands-parents fiers. Peut-être que la prochaine fois, ta mère t'apprendra les bonnes manières. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai senti le souffle se couper dans ma poitrine. Chaque mot était un coup de poignard, non pas pour moi, mais pour mon fils. J'ai vu l'incompréhension dans ses yeux se transformer en une douleur profonde, une honte qu'un enfant de son âge ne devrait jamais connaître. Chloé, à côté de lui, a commencé à pleurer silencieusement, sentant la détresse de son frère sans vraiment en comprendre la cause. Pour couronner le tout, Léo, qui avait assisté à toute la scène, a éclaté de rire. Un rire gras, satisfait. Il a ébouriffé les cheveux de son fils aîné et a dit « Tu vois ? Papy sait reconnaître les vrais gagnants. » La rage. Une rage pure, blanche, brûlante, comme je n'en avais jamais ressenti. Elle a déferlé en moi, si puissante que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai fait un pas en avant, prête à hurler, à détruire, à faire payer à mon père et à mon frère cet acte de cruauté gratuite. Mais la main de Marc s'est refermée sur mon bras, ferme. Son regard me disait « Pas ici. Pas devant les enfants. » Il avait raison. Je me suis accroupie, j'ai pris mes 2 enfants dans mes bras. Leur petit corps tremblait contre le mien. J'ai enfoui mon visage dans leurs cheveux, pour qu'ils ne voient pas les larmes de colère qui perlaient à mes yeux. Ce n'est pas grave, mes amours, j'ai murmuré, ma voix étranglée. On va aller chercher les nôtres dans la voiture, j'en ai acheté des encore plus beaux. C'était un mensonge, bien sûr. Mais que pouvais-je dire d'autre? Le visage de mon fils s'est décomposé. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai compris que ce n'était pas une maladresse, pas une erreur de jugement. C'était un message. Un message clair, public et délibéré, destiné à me remettre à ma place, à travers mes propres enfants. Mais le pire restait à venir, à table. Comment un simple repas pouvait-il devenir une nouvelle forme de torture psychologique? Après l'incident des cierges magiques, une chape de plomb semblait s'être abattue sur la fête. Marc avait emmené les enfants jouer plus loin,
tentant de dissiper leur tristesse avec des promesses de glace et de dessins animés. Moi, j'étais assise sur une chaise, le regard vide, incapable de participer aux conversations. Je sentais les regards des autres membres de la famille, un mélange de pitié et de gêne. Personne n'osait rien dire. Mon père et mon frère, eux, agissaient comme si de rien n'était, ce qui rendait leur acte encore plus monstrueux. Puis, ma mère a appelé tout le monde à table d'une voix chantante, comme si elle était l'hôtesse d'une fête parfaitement réussie. À table. Le dîner est servi. Je n'avais aucune faim, mais pour ne pas aggraver la situation, j'ai conduit mes enfants à la grande table dressée sous la tonnelle. L'odeur du magret de canard grillé, un de mes plats préférés, me soulevait le cœur. Ma mère a commencé le service, jouant son rôle de matriarche avec une application ailée. Elle a servi Léo en premier, une portion généreuse de canard avec des pommes de terre sarladaises dorées à souhait. Puis sa femme, puis mes oncles, mes tantes, les voisins. Chaque assiette était une œuvre d'art, fumante et appétissante. Enfin, elle est arrivée devant ma famille. Devant Marc, devant Hugo, devant Chloé, et devant moi. Elle tenait 4 assiettes différentes. Sur chacune d'elles, 2 saucisses knacky, ces saucisses industrielles bas de gamme, nageant à côté d'une poignée de frites surgelées encore pâles. Le contraste avec les autres assiettes était si brutal, si intentionnel, que c'en était presque comique. Une farce grotesque et cruelle. Le silence s'est fait. Même les enfants de Léo ont arrêté de manger pour regarder nos assiettes avec curiosité. C'est ma fille de 6 ans, ma douce Chloé, qui a brisé le silence. Avec l'innocence de son âge, elle a regardé l'assiette de son oncle, puis la sienne, et a demandé d'une petite voix claire, « Mamie, pourquoi on n'a pas la bonne viande comme tonton Léo ?» Tous les regards se sont tournés vers ma mère. J'ai retenu mon souffle, espérant, contre toute logique, qu'elle inventerait une excuse, qu'elle dirait que c'était une erreur. Mais le sourire qui s'est dessiné sur ses lèvres était tout sauf bienveillant. C'était un sourire de triomphe. Elle s'est penchée vers ma fille, a caressé sa joue d'un geste faussement tendre, et a dit, d'une voix mielleuse qui me glaça le sang, « Eh bien ma chérie, c'est parce que dans la vie, certaines personnes méritent les belles choses, et d'autres non. Ta mère n'est tout simplement pas assez douée pour gagner ce que ton oncle gagne. Il faut apprendre ça très tôt, tu sais. » À un enfant de 6 ans. Devant toute la famille. Le silence à table était assourdissant. C'était pire qu'un cri. C'était la confirmation publique de mon statut, de ma valeur, ou plutôt de mon absence de valeur aux yeux de mes propres parents. Et ils utilisaient ma fille comme messagère. Cette fois, Marc n'a pas attendu. Il s'est levé d'un coup, sa chaise raclant bruyamment sur les dalles de pierre. Il n'a pas dit un mot. Il a pris la main de Chloé, puis celle d'Hugo, et les a tirés doucement de table. Son visage était un masque de fureur contenue. Je suis restée assise une seconde de plus, fixant ma mère. Elle me soutenait le regard, un défi dans les yeux, comme si elle attendait que je craque, que je fasse une scène pour pouvoir ensuite me reprocher d'avoir gâché sa fête. Je me suis levée, lentement. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée à côté de mon assiette de saucisses. Puis, sans un regard pour personne d'autre, j'ai suivi mon mari et mes enfants. En rentrant à la maison, le silence dans la voiture était plus lourd que n'importe quelle dispute. Une fois les enfants couchés, je me suis effondrée. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une rage froide, calculatrice, qui commençait à monter en moi. Ils avaient déclaré la guerre, une guerre psychologique, et ils l'avaient fait sur le terrain le plus sacré, mes enfants. Ils n'avaient aucune idée du genre d'ennemi que je pouvais être. À ce moment-là, j'étais paralysée par la rage et la tristesse. Et je me tourne vers vous, mon incroyable communauté. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fait un scandale devant tout le monde? Seriez-vous parti en silence comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Cette nuit-là, une décision a été prise. Comment allais-je transformer cette humiliation en ma plus grande force? La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de la vieille horloge du salon brisait le silence pesant. Marc était monté se coucher, épuisé par la tension de la journée, mais je savais qu'il ne dormait pas. Il attendait. Moi, j'étais incapable de rester en place. Je faisais les 100 pas dans le salon,
une boule de feu dans l'estomac. La rage avait laissé place à une sorte de clarté glaciale. Laisse tomber, Sophie, m'avait dit Marc avant de monter. Ce sont des gens toxiques. On coupe les ponts, on ne les voit plus. C'est la seule solution. Une partie de moi savait qu'il avait raison. C'était la solution saine, la solution logique. Mais une autre partie, une partie que j'avais réprimée pendant des années, hurlait que ce n'était pas assez. Partir en silence, c'était leur donner la victoire. C'était accepter leur verdict, accepter que j'étais une ratée, et que mes enfants méritaient moins que les autres. Non. Pas cette fois. Les mots de ma mère résonnaient en boucle dans ma tête. Ta mère n'est tout simplement pas assez douée. Assez douée? Moi, qui avais restructuré toute la comptabilité du domaine pour nous sauver de la faillite après les investissements hasardeux de mon père? Moi, qui avais passé des mois à négocier avec les fournisseurs pour obtenir de meilleurs tarifs? Moi, qui avais créé le millésime primé dont Léo se gargarisait? Et puis, un souvenir, enfoui sous des années de déception, a refait surface avec une violence inouïe. C'était il y a 2 ans. J'avais eu une idée, un projet qui me tenait à cœur. Je voulais lancer une petite gamme de vins bio, une cuvée spéciale, sous mon propre nom. C'était mon bébé, ma chance de prouver ma valeur, de sortir de l'ombre de Léo. J'avais tout préparé, le plan d'affaires, les contacts avec les distributeurs spécialisés, les nouvelles étiquettes. J'en avais parlé à ma mère, cherchant son soutien, son approbation. Elle avait souri, m'avait dit que c'était une idée mignonne, mais que je ne devais pas viser trop haut. Quelques semaines plus tard, tout s'est effondré. Mon principal distributeur s'est retiré sans explication. Le fournisseur de bouteilles a soudainement doublé ses prix. Un contact clé ne répondait plus à mes appels. J'avais mis ça sur le compte de la malchance, de mon manque d'expérience. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai appris la vérité, par une indiscrétion de ma cousine. Ma mère, ma propre mère, avait passé des appels. Elle n'avait rien dit de directement méchant, non, elle était bien trop subtile pour ça. Elle avait simplement exprimé ses inquiétudes à mes partenaires. Elle avait laissé entendre que je n'avais pas les épaules assez solides, que l'entreprise familiale ne pouvait pas se permettre de soutenir un projet aussi risqué, que j'étais un peu fragile en ce moment. Elle avait planté la graine du doute, et cette graine avait suffi à tuer mon rêve dans l'œuf. Ce soir-là, en repensant à cet épisode, tout est devenu clair. L'humiliation du 14 juillet n'était pas un acte isolé. C'était la continuation, la manifestation publique de ce qu'il pensait et faisait en privé depuis des années. Il ne voulait pas seulement que je reste dans l'ombre, il travaillait activement à m'y maintenir. Il sabotait mes efforts, minimisait mes succès, maintenant, il s'attaquait à mes enfants pour s'assurer que la génération suivante connaisse aussi sa place. Ce n'était pas juste une insulte. C'était un schéma. Il voulait me voir échouer. Très bien. Je me suis arrêtée au milieu du salon. Le tic-tac de l'horloge semblait maintenant rythmer une marche guerrière dans ma tête. Fini de pleurer. Fini de subir. Fini d'espérer une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Je suis montée à l'étage, non pas dans ma chambre, mais dans mon petit bureau. J'ai allumé mon ordinateur, le ronronnement du disque dur brisant le silence de la nuit. S'ils voulaient jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles. Ils avaient sous-estimé une chose cruciale, en me laissant gérer toute la partie administrative et financière du domaine pendant que Léo jouait les rockstars, ils m'avaient donné les clés du royaume. Et j'allais utiliser chaque clé pour fermer chaque porte derrière eux. Quelle était la première serrure que j'allais faire sauter? Le week-end qui a suivi fut le plus intense de ma vie. Pendant que Marc s'occupait admirablement des enfants, les emmenant au parc et au cinéma pour les éloigner de la tension palpable de la maison, je me suis enfermée dans mon bureau. J'ai annoncé que j'avais une grosse charge de travail à rattraper, un mensonge qui n'a trompé personne, mais Marc a compris et m'a laissé l'espace dont j'avais besoin. Pendant des années, j'avais été la gardienne des secrets du domaine. Pas par choix, mais par nécessité. Léo, avec son aversion pour tout ce qui ressemblait à de la paperasse ou à un tableur Excel, m'avait délégué la totalité de la gestion. « Tu es bien meilleure que moi pour ces trucs ennuyeux, Sophie », disait-il avec un clin d'œil condescendant. Cette condescendance allait devenir sa perte. J'ai commencé par les serveurs de l'entreprise.
J'ai ouvert les dossiers, les archives, les comptabilités des 5 dernières années. Je ne cherchais pas une petite erreur, une petite négligence. Je cherchais un schéma. Et je l'ai trouvé. Oh oui, je l'ai trouvé. Le premier fil que j'ai tiré concernait les comptes fournisseurs. Je suis tombé sur une série de factures récurrentes d'une société de conseil basée à Paris, une société dont je n'avais jamais entendu parler. Les montants étaient élevés, plusieurs milliers d'euros chaque mois, pour des services vagues comme optimisation stratégique ou conseil en image de marque. Intrigué, j'ai fait une recherche rapide. La société appartenait au meilleur ami de Léo, celui avec qui il partait en vacances à Saint-Barth. C'était un montage financier évident. Mon frère utilisait les fonds de l'entreprise pour payer des factures fictives à son ami, qui lui remettait ensuite l'argent en liquide. Il siphonnait les caisses depuis des années. Mon cœur battait la chamade, un mélange de dégoût et d'excitation macabre. J'ai tout copié sur un disque dur externe. Ce n'était que le début. Je me suis ensuite penché sur la production. C'est là que j'ai fait la découverte la plus choquante. Depuis 2 ans, les rendements de notre parcelle la plus prestigieuse, celle qui produisait notre vin le plus cher, avaient mystérieusement augmenté de près de 20%. C'était impossible d'un point de vue agronomique. J'ai fouillé dans les registres de cuverie, les bons de commande, les emails échangés entre Léo et notre maître de chai, un homme que je soupçonnais depuis longtemps d'être à la solde de mon frère. L'horrible vérité s'est révélée. Léo ne se contentait pas de voler de l'argent. Il volait l'âme de notre domaine. Il achetait en secret des cuves de vin bon marché d'un producteur voisin, un vin de table médiocre, et le mélangeait à notre grand cru pour augmenter les volumes. Il trompait nos clients, nos distributeurs, et crachait sur l'héritage de nos grands-parents. Le millésime 2021, celui qui avait reçu des critiques dithyrambiques, était en partie une fraude. Mais le pire, le coup de poignard final, je l'ai trouvé dans un sous-dossier intitulé « BIO ». Une partie de notre domaine était certifiée « agriculture biologique », une certification difficile à obtenir et à maintenir, qui donnait une grande valeur ajoutée à nos bouteilles. C'était ma fierté, un projet que j'avais mené à bout de bras. En examinant les factures d'achat de produits phytosanitaires, j'ai remarqué une anomalie. Des commandes régulières d'un pesticide puissant, un produit formellement interdit en agriculture biologique, étaient livrées de nuit et payées depuis un compte secondaire. J'ai croisé les dates avec les plannings des ouvriers. Léo faisait traiter nos vignes bio avec des produits chimiques la nuit, en secret, pour garantir les rendements et éviter les maladies, tout en vendant le vin au prix fort avec le label bio. C'était bien pire que ce que j'imaginais. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la fraude pure et simple, un acte criminel qui pouvait non seulement détruire notre réputation, mais aussi nous envoyer en prison. J'ai passé le reste du dimanche à organiser mes preuves. Des copies d'emails, des relevés bancaires, des factures, des registres de production. J'ai monté des dossiers impeccables, un pour chaque fraude. J'avais de quoi anéantir Léo. Mais en regardant cette montagne de preuves, j'ai réalisé que le faire tomber lui seul ne suffisait pas. Il fallait que le système entier s'effondre, ce système familial qui l'avait protégé, encouragé, et qui m'avait méprisé. Et j'ai trouvé le levier parfait pour tout faire s'effondrer, notre contrat d'exclusivité avec la grande épicerie de France, la plus grande et la plus prestigieuse chaîne de supermarchés de luxe du pays. Comment ce contrat allait-il devenir leur pire cauchemar ? Le lundi matin, je me suis réveillée avant l'aube. Il y avait une étrange sérénité en moi. La rage avait disparu, remplacée par une détermination froide et tranchante comme une lame de rasoir. J'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants, j'ai embrassé Marc avant qu'il ne parte au travail. Tout semblait normal en surface, mais à l'intérieur, j'étais une générale préparant son assaut final. Une fois seule, je suis retournée dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rédigé 2 emails. Pas depuis mon adresse professionnelle, bien sûr. J'ai utilisé une adresse email anonyme que j'ai créée pour l'occasion, via un service sécurisé. Le premier email était destiné au directeur du département vin et spiritueux de la grande épicerie de France. Je le connaissais de nom, un homme réputé pour son intransigeance sur la qualité et l'éthique. Le sujet de l'email était simple, urge, concernant la qualité et l'authenticité des vins du domaine, nom de notre famille. Dans le corps du message, j'ai été concise et factuelle.
J'ai expliqué que j'étais une employée anonyme du domaine, inquiète pour la réputation de l'entreprise et la sécurité des consommateurs. J'ai détaillé, point par point, la fraude sur le millésime 2021, expliquant le mélange avec un vin de qualité inférieure. Pour étayer mes dires, j'ai joint des preuves irréfutables, des copies des bons de commande du vin médiocre, des extraits des registres de cuverie falsifiés, et un enregistrement audio que j'avais retrouvé, une conversation téléphonique où Léo donnait des instructions précises à notre maître de chez pour effectuer le mélange en toute discrétion. C'était la pièce maîtresse, la preuve accablante. Le deuxième email était pour l'organisme de certification biologique, Ecocer. Le sujet, signalement de fraude grave à la certification biologique, domaine, nom de notre famille. Le contenu était tout aussi direct. J'ai listé les pesticides interdits utilisés, les dates de traitement nocturne, et j'ai joint les factures correspondantes, ainsi que des photos que j'avais réussi à obtenir d'un ancien ouvrier agricole que Léo avait licencié injustement quelques mois plus tôt. Cet homme, reconnaissant que je l'ai aidé à retrouver un travail, m'avait fourni des clichés des bidons de produits chimiques cachés dans une vieille grange. J'ai relu chaque mot, vérifié chaque pièce jointe. Mon doigt a survolé la touche « Envoyer ». C'était le point de non-retour. En cliquant, je ne détruisais pas seulement mon frère et mes parents, je détruisais aussi l'entreprise pour laquelle j'avais tant travaillé, mon propre héritage. Un instant de doute m'a traversé. Était-ce la bonne chose à faire? Puis, l'image du visage de ma fille, Chloé, demandant pourquoi elle ne méritait pas la « bonne viande » m'est revenue en mémoire. L'image du visage de mon fils, Hugo, anéanti par les paroles cruelles de son grand-père. La décision était prise. Il n'avait eu aucune pitié pour mes enfants. Je n'aurais aucune pitié pour leur empire bâti sur le mensonge. J'ai cliqué. Une fois. Puis une deuxième fois. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai ressenti un calme étrange, presque effrayant. La bombe était amorcée. Il ne restait plus qu'à attendre l'explosion. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Pendant 2 jours, le silence fut total. J'ai commencé à me demander si mes emails avaient été ignorés, perdus dans le flot d'informations. Léo paradait toujours au domaine, ignorant tout du cataclysme qui se préparait. Et puis, le mercredi matin, vers 10 heures, mon téléphone professionnel a sonné. C'était Léo. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé immédiatement. Puis encore. Et encore. Au 5e appel, j'ai décroché, prenant une voix neutre. Allô? Sophie? Où es-tu? Il hurlait. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Sa voix, habituellement si suave et contrôlée, était stridente, au bord de l'hystérie. Il faut que tu viennes au bureau. Tout de suite. C'est une catastrophe. La grande épicerie, il. Je l'ai laissé mariner. Une catastrophe, Léo? Qu'est-ce qui se passe? Il était en panique totale. Et ce n'était que le début. Quelle serait la prochaine mauvaise nouvelle à lui tomber dessus? Je suis arrivé au domaine 1 heure plus tard, prenant tout mon temps. Je voulais savourer chaque instant. En entrant dans le bureau principal, j'ai trouvé une scène de chaos. Léo faisait les 100 pas, le visage rouge, les cheveux en désordre. Mon père était assis à son bureau, la tête entre les mains, le teint gris. Ma mère, elle, était au téléphone, parlant d'une voix aiguë et suppliante. « Mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est un malentendu, piaillait-elle. Léo s'est rué sur moi dès qu'il m'a vu. Enfin. La grande épicerie a suspendu toutes les commandes. Ils parlent de rompre le contrat et de nous attaquer en justice pour fraude. Ils ont reçu un email anonyme, avec des accusations monstrueuses. Je l'ai regardé avec de grands yeux innocents. Des accusations? Quelles accusations? Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. Des histoires de mélange de vin, des trucs complètement fous. C'est sûrement un concurrent jaloux. Il faut que tu appelles l'avocat, que tu prépares un communiqué de presse, que tu fasses quelque chose. Je suis resté calme. Bien sûr, Léo. Laisse-moi regarder ça. Au moment où je m'asseyais à mon bureau, 2 voitures se sont garées devant le bâtiment. 2 hommes en costume en sont sortis, des mallettes à la main. Ils ne ressemblaient pas à des clients.
Qui c'est, ça, a demandé mon père d'une voix rauque. Les deux hommes sont entrés sans frapper. L'un d'eux a présenté sa carte. Bonjour. Nous sommes des inspecteurs de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Nous avons reçu un signalement et nous venons effectuer un contrôle inopiné. Si Léo était en panique avant, il est devenu livide. La DGCCRF. C'était le cauchemar de tous les producteurs. Et comme si cela ne suffisait pas, une troisième voiture est arrivée. Cette fois, c'était l'organisme de certification biologique, Écossaire. Ils avaient également reçu un signalement. La journée fut un véritable enfer pour eux. Un paradis silencieux pour moi. J'ai regardé les inspecteurs passer chaque document au peigne fin, poser des questions précises auxquelles Léo était incapable de répondre. J'ai regardé les techniciens d'Écossaire prélever des échantillons de terre et de feuilles dans nos parcelles bio. Léo bafouillait, transpirait, se contredisait. C'était pathétique. À la fin de la journée, les résultats préliminaires étaient catastrophiques. La DGCCRF a placé sous scellé une partie de notre stock, dans l'attente d'analyses plus poussées. Écossaire a suspendu notre certification avec effet immédiat. La nouvelle s'est répandue dans le petit monde du vin à la vitesse de l'éclair. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'autres distributeurs appelaient, inquiets, demandant des explications. Notre réputation, bâtie sur plusieurs générations, était en train de se dissoudre en quelques heures. La semaine qui a suivi fut une lente et douloureuse agonie pour l'entreprise. La rupture du contrat avec la grande épicerie a été confirmée, avec une demande de dommages et intérêts s'élevant à près d'1 million d'euros. Le retrait de la certification bio a provoqué l'annulation en chaîne de tous nos contrats sur ce segment, le plus rentable. La banque, alertée par la tourmente, a gelé notre ligne de crédit et a commencé à parler de rappeler nos prêts commerciaux. Les factures s'accumulaient, et les rentrées d'argent s'étaient taries. Nous étions en état de mort clinique. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Léo était un fantôme, errant dans les bureaux, incapable de comprendre comment tout cela avait pu arriver si vite. Il n'arrêtait pas de répéter, comme un mantra, c'est comme si quelqu'un nous avait ciblés. Quelqu'un de l'intérieur. Il me regardait parfois avec un soupçon dans les yeux, mais il chassait vite l'idée. J'étais Sophie, la petite sœur inoffensive. Je ne pouvais pas être responsable de ça. Je me contentais de hocher la tête en signe de sympathie, jouant mon rôle à la perfection. C'est terrible, Léo. Nous allons trouver une solution. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas de solution. J'avais méticuleusement coupé toutes les issues de secours. Et mon vrai coup de grâce, celui qui n'avait rien à voir avec l'argent ou l'entreprise, n'était pas encore arrivé. Comment la chute de leur empire financier allait-elle les conduire à la porte de ma plus grande vengeance ? 2 semaines après le début du cataclysme, la situation était devenue intenable. L'entreprise était en procédure de liquidation judiciaire. Les lettres d'huissier s'empilaient sur le bureau de mon père. Léo avait dû vendre sa Porsche et sa femme l'avait quitté, emmenant les enfants avec elle. Il était anéanti, un homme brisé qui avait tout perdu. Un samedi matin, mon téléphone a vibré. C'était Léo. Sa voix au téléphone n'était qu'un murmure étranglé par les sanglots. Sophie. Je n'ai plus rien. La banque va saisir ma maison la semaine prochaine. Je n'ai nulle part où aller. Je suis restée silencieuse, le laissant parler. Maman et papa ils ont dit que je pouvais revenir vivre au domaine. Le temps de me remettre sur pied. En entendant ces mots, une lueur s'est allumée dans mon esprit. C'était le moment. Le moment que j'attendais. Le point culminant de mon plan. C'est une bonne chose, Léo, ai-je dit d'une voix douce. La famille est là pour ça. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Le soleil brillait, mes enfants riaient en jouant dans le jardin. Une vie paisible. Une vie qu'ils avaient essayé de me voler. J'ai pris mes clés de voiture. Marc, je sors faire une course. Je ne serai pas longue. Je n'allais pas faire de course. J'allais rendre visite à mes parents. Le trajet jusqu'au domaine familial m'a semblé irréel. Je roulais sur cette route que j'avais empruntée des milliers de fois, mais aujourd'hui, c'était différent.
Ce n'était pas une visite familiale. C'était une exécution. Je les ai trouvés dans le grand salon, celui avec l'immense cheminée en pierre et les portraits de nos ancêtres sur les murs. Ils étaient en train de discuter avec animation, un carnet à la main. Ils ne semblaient pas abattus par la perte de l'entreprise. Non, ils étaient pleins d'énergie. Ils planifiaient. On pourrait mettre le grand lit dans ta chambre d'enfance, Léo, disait ma mère. Et on transformera la chambre d'amis en salle de jeu pour les garçons quand ils viendront te voir. Mon père hochait la tête. Il faudra faire un peu de tri dans le grenier, mais l'on va s'arranger. L'important, c'est que tu sois à la maison, mon fils. On va surmonter ça, tous ensemble. Ils m'ont vu entrer et m'ont souri, m'invitant à me joindre à leur joyeux projet de reconstruction familiale autour de leur fils prodigue déchu. Je suis restée debout au milieu de la pièce. C'est touchant, ai-je commencé, ma voix calme coupant court à leur enthousiasme. Toute cette solidarité familiale. Ça me rappelle une autre situation, il y a 3 ans. Vous vous souvenez? Leurs sourires se sont figés. Ils savaient de quoi je parlais. Il y a 3 ans, ce n'était pas Léo qui était en difficulté, mais mon père. Un investissement désastreux dans un projet immobilier en Espagne avait tourné au vinaigre. Il avait perdu toutes les économies de la famille, et pire encore, il avait utilisé le domaine comme garantie. Nous avions reçu une lettre de la banque, un avis de saisie immobilière. Nous allions perdre la maison de nos ancêtres, le cœur de notre famille. Je me souviens de la panique dans les yeux de ma mère, des nuits blanches de mon père. Léo, à l'époque, avait été très clair. Il ne pouvait pas les aider. Il venait d'acheter sa Porsche et sa femme voulait une nouvelle cuisine. Il n'avait pas de liquidité. C'était une période terrible, a murmuré ma mère, le regard fuyant. Mais nous nous en sommes sortis. La banque a été clémente. Je me suis approchée d'elle, lentement. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Non, maman. La banque n'a pas été clémente. La banque a vendu la maison. Mon père s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que tu racontes? C'est absurde. Nous vivons ici. Oui, vous vivez ici, ai-je continué, ma voix toujours aussi calme. Vous vivez ici parce que quelqu'un a racheté la dette à la banque et a acheté la maison avant la vente aux enchères. Quelqu'un qui voulait vous éviter l'humiliation de vous retrouver à la rue. Ma mère a secoué la tête, le déni se lisant sur son visage. Un ami de la famille? Un bienfaiteur anonyme? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le silence s'est étiré, lourd de sens. Et puis, j'ai prononcé les mots qui allaient faire basculer leur monde. Non. Pas un bienfaiteur anonyme. Moi. Comment allaient-ils réagir en apprenant que leur raté de fille était en fait leur propriétaire? Le silence qui a suivi ma déclaration était si profond que j'aurais pu entendre une épingle tomber sur le vieux parquet. Le portrait de mon arrière-grand-père semblait me regarder depuis le mur avec une nouvelle intensité. Mes parents me fixaient, leur visage passant par une succession rapide d'émotions, l'incompréhension, le déni, la confusion, et enfin, une lueur de panique. Toi, a finalement articulé mon père, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Mais, avec quel argent? Comment? Avec mes économies, ai-je répondu froidement. Celles que je mettais de côté depuis 10 ans. Celles que je destinais à l'achat de ma propre maison. J'ai aussi pris un prêt personnel important. J'ai tout mis sur la table pour vous sauver. J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone et je leur ai tendu. Voici l'acte de vente notarié. Il est au nom d'une société civile immobilière. Une SCI dont je suis l'unique gérante et actionnaire. Voici les relevés de paiement du crédit que je rembourse chaque mois. Voici les avis de taxes foncières qui arrivent à mon adresse. Cette maison est à moi. Légalement. Depuis 3 ans. Ma mère s'est affaissée sur le canapé, comme si ses jambes ne la portaient plus. Mais, pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Un rire amer m'a échappé. Pourquoi? Pour vous protéger. Pour préserver la fierté de papa. Pour vous éviter l'humiliation d'admettre que votre fille, la ratée, celle qui n'est pas assez douée, a dû vous sauver de la faillite. Je pensais que le nom sur le papier n'avait pas d'importance, tant que la famille restait unie,
tant que vous aviez un toit sur la tête. J'ai été bien naïve, n'est-ce pas? J'ai balayé le salon du regard. Je vous ai laissé vivre ici sans jamais vous demander un centime de loyer. Je vous ai regardé planifier des rénovations coûteuses, parler de léguer votre maison à Léo et à ses enfants. Je vous ai regardé organiser des fêtes où vous m'humiliez, moi et mes enfants, dans ma propre maison. Mon ton s'est durci. Vous avez dit à ma fille qu'elle ne méritait pas les belles choses. Eh bien, cette belle chose, cette maison, elle est à moi. Et j'ai décidé que vous ne la méritiez plus. Mon père a retrouvé un peu de sa contenance. La panique a laissé place à la colère, son mécanisme de défense habituel. Tu ne peux pas faire ça, Sophie. C'est immoral. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé ici. Et vous m'avez élevé en me faisant sentir inférieure à chaque instant, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran pour la première fois. Vous avez fait de mon frère un tyran arrogant et de moi votre servante. La morale, papa, c'était de ne pas humilier publiquement tes propres petits-enfants. La morale, c'était de reconnaître le travail de ta fille au lieu de l'attribuer à ton fils paresseux. Vous avez perdu le droit de me parler de morale il y a bien longtemps. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de peur. Mais où allons-nous aller? Nous n'avons plus rien. L'entreprise est finie, nos économies ont disparu avec tes manigances. Mes manigances, ai-je répété, incrédule. J'ai simplement exposé la vérité. C'est la fraude de Léo qui a tout détruit, une fraude que vous avez couverte par votre aveuglement volontaire pendant des années. Je me suis dirigée vers la porte. Je me suis retournée sur le seuil pour leur asséner le coup final. Vous vouliez que Léo revienne vivre ici. C'est parfait. Vous allez pouvoir chercher un appartement tous les 3 ensemble. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Mon père a fait un pas vers moi, le visage déformé par la rage. Tu es un monstre. J'ai souri, un sourire sans joie, mais un sourire de libération. Non. Je suis juste une mère qui protège ses enfants. Une leçon que vous n'avez jamais apprise. J'ai fermé la porte derrière moi, laissant leurs cris et leurs pleurs s'étouffer dans le grand salon qui n'était plus le leur. En montant dans ma voiture, je tremblais, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Comment allait-il vivre cette expulsion? Allait-il se battre, ou accepter leur défaite? Les 30 jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Je n'ai eu aucune nouvelle directe de mes parents ou de Léo. J'ai simplement envoyé, par l'intermédiaire de mon avocat, une notification formelle d'expulsion, pour que tout soit fait dans les règles. Le silence de leur part était assourdissant. Je savais qu'ils devaient être en train de chercher une solution, de consulter des avocats, de tenter de trouver une faille. Mais il n'y en avait pas. Mon dossier était en béton. Le jour J, une curiosité morbide m'a poussé à retourner au domaine. Je voulais voir. Je voulais être témoin de la chute finale de leur royaume. Je me suis garé un peu plus loin sur la route, à l'abri d'un grand chêne, d'où je pouvais observer l'entrée sans être vu. Le spectacle était à la fois pathétique et profondément satisfaisant. Un petit camion de location, cabossé et sale, était garé dans la grande allée gravillonnée où, quelques semaines plus tôt, la Porsche de Léo trônait fièrement. Mon oncle et mon cousin étaient là, visiblement réquisitionnés pour le déménagement. Ils transportaient des cartons et des petits meubles avec des visages fermés, remplis de gêne. Mon père se tenait au milieu de l'allée, essayant de diriger les opérations avec une autorité qu'il n'avait plus. Il criait des ordres, mais sa voix manquait de conviction. Il ressemblait à un capitaine sur le pont d'un navire en train de sombrer. Ma mère était assise sur les marches du perron, le regard perdu dans le vide. Elle tenait dans ses bras une vieille lampe à abat-jour fleurie, comme si elle s'accrochait aux derniers vestiges de sa vie passée. Elle ne pleurait pas, elle semblait juste, vide. Et puis, il y avait Léo. Méconnaissable. Il avait perdu du poids, son visage était creusé, ses vêtements chics avaient été remplacés par un vieux jogging informe. Il portait un carton de livres, le dos voûté, l'air d'un homme qui portait tout le poids du monde sur ses épaules. Fini le Golden Boy, le fils prodige. Il n'était plus qu'un homme de 35 ans, ruiné, divorcé, retournant vivre dans un petit appartement avec ses parents. J'ai décidé de ne plus me cacher. J'ai démarré la voiture et j'ai avancé lentement dans l'allée.
Le bruit des graviers sous mes pneus a fait se retourner toutes les têtes. Ils m'ont vu, au volant de ma voiture confortable, le visage serein. Le silence est tombé. Mon oncle et mon cousin ont arrêté de bouger, les bras chargés de carton. Mon père m'a foudroyé du regard. Ma mère a détourné les yeux. C'est Léo qui s'est approché de ma voiture. Son visage était un mélange de haine et d'épuisement. « Tu es contente de toi ?» a-t-il craché, sa voix rauque. « Tu es venue te réjouir de notre malheur ?» J'ai baissé la vitre, un léger sourire aux lèvres. « Me réjouir ? Non, Léo. Je suis juste venue vérifier que la propriété serait bien libérée à l'heure convenue. J'ai des artisans qui viennent demain matin pour commencer les devis de rénovation. » C'était un petit mensonge, je n'avais encore appelé personne, mais l'effet a été immédiat. J'ai vu la douleur dans ses yeux. L'idée que j'allais effacer les traces de leur vie, redécorer sa maison, était un coup de poignard supplémentaire. Mon père s'est approché à son tour, le visage rouge de fureur. « J'espère que tu dormiras bien la nuit, en sachant que tu as jeté ta propre famille à la rue. Ne t'inquiète pas pour mon sommeil, papa. Il n'a jamais été aussi paisible, ai-je répondu calmement. Et vous n'êtes pas à la rue. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un charmant étroit en centre-ville. Ce sera un peu moins grand que cette maison, c'est sûr. Il faudra apprendre à vivre plus, modestement. » Ils sont partis vers midi. Le camion a démarré dans un nuage de fumée noire. Léo est monté dans la vieille Twingo de mon père. Avant de partir, ma mère s'est retournée une dernière fois. Nos regards se sont croisés. Dans le sien, il n'y avait plus de défi, plus de mépris. Juste une immense défaite. En les regardant s'éloigner sur la petite route de campagne, je n'ai ressenti aucun regret. Je n'ai ressenti aucune joie non plus. Juste un grand vide, et la promesse d'un nouveau départ. La maison était maintenant à moi. Que allais-je en faire ? Le week-end suivant, nous avons déménagé. Le mot « déménager » n'est peut-être pas le bon. C'était plutôt une réclamation, une reconquête. En transportant nos propres cartons à travers le seuil de cette maison, je sentais que je brisais des chaînes invisibles qui m'avaient entravé toute ma vie. Les enfants étaient fous de joie. Pour eux, ce n'était pas la maison de leurs grands-parents, c'était un château de contes de fées. Ils ont exploré chaque pièce, ont couru dans les longs couloirs et se sont émerveillés devant l'immensité du jardin. Hugo a immédiatement revendiqué l'ancienne chambre de Léo, la plus grande, avec vue sur les vignes. Chloé, elle, a choisi une petite chambre ensoleillée qui donnait sur le rosier de ma grand-mère. Les voir si heureux, si libres, dans cet espace qui avait été le théâtre de tant de mes souffrances, était la plus douce des récompenses. Marc, mon roc, était là à chaque instant. Il a repeint les murs de notre chambre d'une couleur chaude et lumineuse, comme pour chasser les fantômes du passé. Il a décroché les portraits austères de mes ancêtres et les a remplacés par des photos de nos enfants, riant aux éclats. Lentement, méticuleusement, nous transformions cette maison de famille en notre foyer. Mon projet le plus symbolique fut la transformation du bureau de mon père. Cette pièce sombre, lambrissée de chêne, qui sentait le cigare froid et l'autorité, est devenue mon sanctuaire. J'ai fait entrer la lumière, j'ai installé un grand bureau blanc face à la fenêtre, et sur le mur où trônait autrefois un calendrier de chasse, j'ai accroché ma nouvelle licence d'exploitation. Car j'avais aussi repris les rênes du vignoble. Ou plutôt, de ce qu'il en restait. La liquidation judiciaire avait laissé des dettes, mais les actifs les plus précieux, la terre, les vignes étaient liés à la maison et donc, m'appartenaient. J'ai utilisé le reste de mes économies et un nouveau prêt bancaire, obtenu grâce à un plan d'affaires solide, pour racheter le matériel et relancer l'activité. J'ai rebaptisé le domaine. Fini le nom de famille qui portait en lui le poids de l'injustice. Je l'ai appelé « Domaine de la clarté ». La clarté que j'avais trouvée en moi, et la transparence que je promettais à mes clients. J'ai licencié le maître de chez complice de Léo et j'ai réembauché de jeunes talents passionnés par la viticulture biologique et durable. Nous avons passé des mois à travailler la terre, à soigner les vignes, à repartir sur des bases saines. Mon premier millésime sous le nouveau nom était un pari audacieux, mais il portait en lui toute mon histoire, toute ma détermination. Les premiers mois furent difficiles. Le nom de notre famille était entaché dans la région. Mais petit à petit,
la qualité de notre travail a commencé à parler d'elle-même. Un critique de vin local, intrigué par ma démarche, a écrit un article élogieux. Un petit distributeur parisien a cru en mon projet. Le bouche à oreille a fait le reste. Les gens n'achetaient pas seulement un vin, ils achetaient une histoire, celle d'une renaissance, d'une femme qui avait repris son destin en main. Tout semblait enfin à sa place. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, le début d'un « ils vécurent heureux ». Mais quelques semaines plus tard, un samedi matin, alors que je dégustais un café sur la terrasse en regardant mes enfants jouer, on a sonné au grand portail en fer forgé. Je ne m'attendais à personne. Je me suis approchée, et ce que j'ai vu à travers l'interphone m'a glacé le sang. C'étaient eux. Mes parents et Léo. Mais ils n'étaient pas seuls. Un homme en costume sombre se tenait à leur côté, une mallette à la main. Le combat n'était pas encore terminé. Quelle nouvelle bataille venait-il livrer à ma porte ? Mon premier réflexe a été de ne pas répondre. De les ignorer. De les laisser attendre derrière le portail comme les étrangers qu'ils étaient devenus pour moi. Mais la curiosité, et une pointe de défi, ont été plus fortes. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma voix était neutre, dénuée d'émotion. C'est l'homme en costume qui a répondu, d'un ton pompeux. « Madame, je suis maître Dubois, l'avocat de vos parents. Nous souhaiterions nous entretenir avec vous concernant la situation immobilière et les préjudices moraux subis par mes clients. » J'ai failli éclater de rire. Les préjudices moraux. C'était d'une audace incroyable. Il n'y a rien à discuter, maître. La situation est très claire. Je vous conseille vivement de nous ouvrir, a-t-il insisté, son ton se faisant plus menaçant. Dans le cas contraire, nous serons contraints d'engager une procédure. J'ai soupiré. Très bien. S'ils voulaient un dernier acte, j'allais le leur donner. J'ai ouvert le portail et je les ai attendus sur le perron. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis resté là, les bras croisés, barrant l'entrée de ma maison. Ils se sont approchés, mes parents et mon frère se tenant légèrement en retrait derrière leur avocat, comme des enfants derrière un adulte. L'avocat a commencé sa tirade. Il a parlé de « détresse psychologique », de « manœuvre dolosive », de « droit d'usage et d'habitation ». Il a sorti des articles de loi, a tenté de m'impressionner avec son jargon juridique. Il a laissé entendre que, comme mes parents avaient vécu ici pendant 3 ans sans contrat formel, il pourrait faire valoir une sorte de droit acquis et que mon expulsion était abusive. Je l'ai laissé parler, sans l'interrompre. Quand il a eu fini, un silence s'est installé. Ils attendaient ma réaction, espérant sans doute me voir paniquer, me voir céder. J'ai souri. « Maître, ai-je commencé ?» d'une voix posée. C'est une plaidoirie très intéressante. Vraiment. Mais elle a un défaut majeur, elle est basée sur des suppositions erronées. Je me suis tournée vers mes parents. Vous pensiez que je vous avais laissé vivre ici par charité, sans aucun cadre légal ? Vous me prenez vraiment pour une idiote. Je suis rentrée une seconde dans la maison et j'en suis ressortie avec une chemise cartonnée. Je l'ai tendue à l'avocat. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, méfiant. C'est une copie du « contrat de prêt à usage » Commoda, que mes parents ont signé il y a 3 ans. En même temps que tous les autres papiers de la vente. Mon avocat de l'époque leur avait expliqué très clairement, mais dans leur panique, ils ont signé sans vraiment lire. Ce contrat stipule qu'ils avaient le droit d'occuper la maison à titre gratuit, mais que je pouvais y mettre fin à tout moment avec un préavis de 30 jours. Tout a été fait dans les règles de l'art. Votre procédure n'a aucune chance d'aboutir et vous le savez très bien. Le visage de l'avocat s'est décomposé. Il a parcouru le document, a vu les signatures de mes parents au bas de chaque page. Il a compris qu'il avait perdu. Il s'est tourné vers ma mère, l'air furieux d'avoir été entraîné dans cette cause perdue. C'est alors que ma mère a joué sa dernière carte, le chantage affectif. Les larmes ont commencé à couler. « Sophie, s'il te plaît. C'est tes enfants. Nos petits-enfants. Tu ne peux pas nous empêcher de les voir. Nous sommes désolés, nous avons fait une terrible erreur. » Je l'ai regardé, sans la moindre once de pitié. Désolé ? Désolé ne suffit pas, désolé ne guérit pas la blessure que vous avez infligée à mon fils et à ma fille. Vous ne leur avez pas seulement refusé un cierge magique ou un morceau de viande.
vous leur avez dit qu'ils valaient moins que les autres. Et ça, c'est impardonnable. Vous ne les approcherez plus. Jamais. J'ai regardé Léo, qui n'avait pas dit un mot. Quant à toi, Léo, j'espère que tu apprécies ta nouvelle vie. C'est ça, la vraie vie. Celle où il faut travailler pour mériter les choses. Je me suis retournée et j'ai commencé à rentrer. La discussion est terminée. Si vous ne quittez pas ma propriété dans les 5 minutes, j'appelle la gendarmerie. J'ai fermé la porte. Je les ai regardés par la fenêtre s'éloigner, une famille brisée, vaincue par sa propre méchanceté. En me retournant, j'ai vu Hugo et Chloé dans le couloir, me regardant avec de grands yeux. Je me suis agenouillée et je les ai serrés dans mes bras. C'est fini, mes amours, j'ai murmuré. Personne ne vous fera plus jamais de mal. J'ai appris une leçon difficile. Parfois, la famille que vous choisissez, celle que vous construisez, est plus importante que celle dans laquelle vous êtes né. Il faut se battre pour son respect et pour l'avenir de ses enfants. Personne, absolument personne, n'a le droit de vous dire que vous ou vos enfants ne méritez pas les belles choses. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous protéger ou protéger votre famille d'un environnement toxique? Avez-vous déjà dû vous battre contre vos propres proches pour faire valoir votre juste valeur? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vos expériences sont précieuses et j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous. À bientôt.